Hello, Djibouti. Docteur Ali, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce podcast aujourd'hui. Et surtout de parler ces livres qui nous renvoient vers les années d'indépendance ou la lutte de l'indépendance, en disant comme ça. Et j'ai bien apprécié à lire ces livres, surtout à naviguer un peu dans l'histoire de l'indépendance de Djibouti. Et en plus, ça tombe bien, c'est au mois de juin. Donc à quelques semaines du 27 juin. Chers auditrices et auditeurs, ce soir, nous allons parler très certainement quelque chose qui nous renvoie vers notre lutte de l'indépendance et certainement plonger dans la lutte elle-même à travers ce livre écrit par Dr Ali Farah Sougé, qui se présentera tout à l'heure. La marche vers l'honneur. Le 27 juin 1977, Djibouti devint indépendante et fera partie du concert des Nations Unies, donc fera être membre de nations indépendantes et libres. Et la République de Djibouti a proclamé comme indépendante. Mais cette indépendance ne s'est pas faite dans un processus tranquille. Comme vous le savez certainement, des hommes et des femmes se sont battus, ont donné leur temps, leur énergie et surtout l'ultime sacrifice, c'est-à-dire leur vie. Donc ce soir, ici dans ce podcast Gohan, nous accueillons Dr Ali Farah, qui est l'auteur de ces livres. Docteur, bonjour. Bonjour. Juste avant de commencer, certainement pour que nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent, je vous demanderai de vous présenter. On va faire toute la soirée à vous voyez, donc si vous nous acceptez, de vous présenter et qui est docteur Ali Farah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup Mahmoud. J'aimerais déjà vous remercier pour l'invitation et j'aimerais remercier aussi l'Institut Deri Media pour l'invitation. Et donc pour me présenter, donc moi je suis Ali Farah Sougé. Je suis né dans un petit village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici. J'ai fait ma scolarité jusqu'à la fin de l'école primaire là-bas. Puis à peu près vers 12 ans, j'ai déménagé avec la famille à Djibouti-Ville, donc dans la capitale, pour poursuivre les parcours scolaires, donc le reste du parcours scolaire. Et donc à l'obtention de mon bac, je suis parti en France, donc poursuivre des études en physique. Et après différentes péripéties, donc toujours dans la physique, donc j'ai fait une licence en physique, un master en physique des lasers pour le master. Puis après, j'ai fait un doctorat que j'ai terminé en 2015. Et donc un doctorat qui traitait plus de la physique expérimentale. Donc je ne sais pas si, pour nos auditeurs, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but. Il se demande certainement physique et littérature. Tout à fait, donc on va revenir là-dessus. Et donc aussi, pour parler rapidement du doctorat, donc le doctorat, on faisait des caractérisations on appelle ça des étincelles, donc des étincelles qui sont générées par des lasers. Et donc le but, c'était, pour plus tard, en fait, on peut faire des caractérisations de matériaux, c'est-à-dire donc, pour que nos auditeurs comprennent très bien. Donc on peut caractériser un matériau qui est là, donc on peut connaître sa composition à travers la méthode que j'étudiais à l'époque en fait en doctorat.
Et donc, pour le parcours, donc le doctorat, je l'ai obtenu en 2015 et je suis revenu à Djibouti en 2015 et je suis devenu professeur, enseignant-chercheur à l'université de Djibouti. Et donc, je suis toujours enseignant-chercheur en physique appliquée à l'université de Djibouti aujourd'hui. Donc, au-delà de la physique et la recherche de sciences dures, si je puis dire, vous êtes aussi passionné de l'art et de la culture. Donc, ce qui nous amène vers ces livres maintenant. Tout à fait. Et à ce que j'ai compris aussi, vous êtes parolier, Tout à fait. membre d'un groupe musical, le Gouh Brothers Band. C'est quoi Gouh déjà? Gouh Brothers Band, en fait, Gouh, ça renvoyait un peu au blues. Au Donc, blues. c'était le blues nomade. Les Gouh, c'est une catégorie comment dire, pas de poésie, mais une catégorie de notre culture. Comment dire ça en français? De notre culture, c'est pas un chant, c'est à peu près un chant, mais c'est un chant qui est lent Mhm, et qui est triste. mhm. Donc, ça peut renvoyer un peu au blues américain qui traitait par exemple, de la difficulté qu'ils avaient Sociales, sociale politiques et politique, et des surtout années. qu'ils Voilà. avaient dans les champs, parce que donc, les blues est né parce que donc, c'était des gens qui travaillaient dans les champs et qui avaient une vie très dure. Une vie très dure. Ah, Et donc, quelle est la frontière entre la physique franchement, j'ai du et mal l'art et la culture? et la culture, j'ai un peu de mal à me l'expliquer moi-même. Mais donc, c'est pas que l'amour de l'art, c'est pas quelque chose qui m'est venu tard. En fait, c'est que dans ma famille, les gens aimaient la poésie Ouais. somalienne. C'était, mon père Donc, aimait tu ça. baignais déjà dedans. J'ai baigné dedans. Mon grand-père apparemment en faisait. Mhm. Il n'en faisait pas. On appelle ça des chenley, c'est-à-dire ce ne sont pas des poèmes qui sont très. C'est pas des longs poèmes. C'est des D'accord. poèmes qui sont assez courts. Mhm. Et donc, j'aimais bien. J'étais un petit vieux, en fait, quand j'étais petit. Quand J'aimais bien écouter les vieux qui parlaient de ça, qui parlaient des poésies, par exemple, et des poésies surtout du Sayyid. Je ne sais pas si. Ouais, c'est Le Sayyid Mohamed Abdullah Hassan. Donc, Mhm. c'était assez populaire parmi les gens à cette époque-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de l'histoire du livre et d'où vient cette inspiration d'écrire quelque chose sur les années de l'indépendance, je voudrais vous demander une chose, et qu'on demande à chacun de nos invités. D'accord. Si vous nous disiez une décision que vous avez prise à un moment donné de votre vie et qui a changé votre trajectoire. Ma trajectoire. Donc, comme j'avais dit, moi, je suis scientifique de base. Mais depuis toujours, c'était comme s'il y avait une sorte de bataille en moi. Et donc, une partie aimait bien les mots. Et une autre partie, peut-être, se retrouvait plus dans les calculs et autre chose. Et donc, si moi, je dois dire une décision que j'ai prise, donc, c'est peut-être revenir à ce que j'aimais par-dessus tout, en fait, mais peut-être même plus que les calculs et la science, c'est-à-dire la littérature et les mots surtout. D'accord. Et comment tes étudiants, enfin, vos étudiants vous voient à l'université? Donc à l'université, donc je ne parlais pas beaucoup Est-ce qu'ils sentent l'artiste en toi ou... peut-être certains. Ouais. Parfois donc pas dans les pauses, mais parfois dans certaines transitions pendant le cours. Donc tu peux peut-être parler d'un artiste, de Saïd Hamarqoul. Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson? Et donc pour un peu donc voir jauger les étudiants et peut-être ces côtés-là un peu, mais ils m'ont pas vu écrire des paroles. Ils m'ont pas. Donc j'ai une autre casquette quand je vais là. En fait. Donc il y en a qui connaissent que tu es des paroliers chez... Certains connaissent. Ok, très bien. Parlons maintenant le livre lui-même, La marche vers l'honneur. Oui. D'où vient ces titres? Ces titres. Donc c'est une très bonne question. Au début, en fait, j'avais commencé à écrire l'histoire et j'avais un autre titre, mais au fur et à mesure de l'écriture, je me disais en fait qu'est-ce qu'on a perdu avec la colonisation en fait, qu'est-ce que le camp voulait nous prendre et qui était très important pour nous en fait. Donc et ça revient dans le livre, ça revient beaucoup dans le livre. Donc c'est surtout l'honneur en fait. C'est ça que
on a voulu nous prendre. Donc, les nomades, en fait, les gens de la région, sont des gens très attachés à l'honneur. Exactement. Hein. Exactement. Et donc, c'est en quelque sorte En une quelque façon sorte. de récupérer l'honneur, Restituer l'honneur, qui leur a été arraché. Quoi. arraché. Ok, parlant de l'honneur, je regarde cette photo. Oui, Cette photo qu'on voit ici et qui illustre le livre lui-même, tout à fait. de jeunes, très semblablement de Oui. jeunes djiboutiens, Oui. de jeunes de Djibouti à ces moments-là, sous l'ère coloniale, qui portent, malgré eux, l'uniforme colonial. Tout à fait. Et leur regard ou leur pensée profonde démontre que ils marchent, probablement ils marchent, Oui. mais dans quelle marche? Ils marchent vers où? Justement, donc c'est quand on avait fini l'écriture du livre, en fait, et pour la couverture, on cherchait une image qui puisse être parlante, qui puisse peut-être traduire un peu ce dont parlent les livres. Et donc, j'ai remercié ici, donc, j'avais demandé au directeur des Archives nationales de regarder un peu, parce que j'en avais pas de photos de cela, en fait. Donc, on avait demandé dans les Archives nationales, on pouvait trouver quelques photos de ce qu'on appelle à l'époque du GENA, donc groupement nomade autonome. Et donc, ils ont fait quelques recherches et après, ils m'ont envoyé quelques photos. Et j'ai trouvé que celle-là me parlait plus que les autres. D'accord. Et est-ce que vous voyez à ce moment-là que ce jeune-là, malgré qu'il portait l'uniforme colonial, ils avaient une autre pensée, celle de la liberté? Oui. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans leur tête à ce moment-là, mais ils étaient en train de marcher. Ah. Et donc, c'est des gens, quand tu regardes la photo, ce sont des gens qui ont l'air d'être fiers. Ce ne sont pas des gens qui ont la tête baissée. C'est des gens qui marchent. Mais, c'est le livre qui va nous amener vers Opsié, donc le personnage principal. Oui. La photo, elle nous renvoie vers lui. Et lui, il nous renvoie vers la photo parce que Opsié fait partie de ces gens et qui va partir. Tout à fait. Donc peut-être Opsié était membre quelque part ici. Et à ce moment-là, il pensait de quitter. Donc il s'est demandé pourquoi il portait cet uniforme. Tout à fait. Donc, d'où vous vient cette idée d'écrire sur l'indépendance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as grandi avec? C'est de récits que tu avais déjà tout petit. Plus tard, c'est le déclic qui arrive et ça accouche à ce livre. Mais est-ce que c'est des récits que tu avais déjà, que tu entendais, et en combinant avec le parolier que tu es devenu, ça vous facilitait à écrire? Tout à fait. Donc, parce qu'au départ, en fait, moi, je voulais juste écrire l'histoire de mon père. Donc, quand j'étais petit, mon père, comme certains papas, en fait, dans ce pays, donc, une fois qu'il avait terminé sa séance des 4 le soir, je m'asseyais à côté de lui et il me parlait, donc même si j'étais plus jeune, il me racontait des histoires. Et les histoires, principalement, ça traitait sa vie et quand il faisait partie du groupement nomade autonome et comment il avait libéré des prisonniers de la prison de Dikil et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, quand j'étais petit, je le voyais comme un héros, en fait, comme une sorte d'héros. Et en commençant l'écriture, moi, je voulais juste restituer au départ cette histoire-là de mon père. Puis après, je me suis rendu compte que ça ne peut pas être que ça. Ça doit aller un peu plus au-delà. Ça doit pouvoir parler à tout un tas de gens, donc aux Djiboutiens en premier, mais ça peut parler aux Africains aussi, parce que tous les autres pays africains ont connu aussi la même problématique que nous. Et donc, le fait de créer un héros africain, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est battu contre l'oppression et qui finalement a triomphé du colon, ça m'est venu plus tard parce que quand j'ai mûri en fait au fur et à mesure de l'écriture et du fait que tu avances dans l'âge, quoi. Donc ici, la personnage principal, c'est Cabral, chef Opsié. Oui. Et l'histoire tourne autour d'Opsié. Oui. Et le personnage que vous voyez quand vous écrivez, c'est votre père.
tout à fait. n'est-ce pas? Oui. Donc, comment tu restitues ces récits et d'en faire un livre? Donc, est-ce que chronologiquement, comment Oui. tu l'as mis en place? Donc d'abord, je voulais préciser que dans le livre, il n'y a pas de date. Il y a une seule date. Mhm. La seule date, c'est la date d'indépendance du pays. Donc c'est le 27 juin. C'est à la fin du livre que je mets ça. D'accord. J'ai pas voulu, c'est pas un livre d'histoire, c'est un roman. C'est un roman. Oui, c'est comme ça que je C'est voulais un, le présenter. c'est un roman. Ok. Et donc, par exemple, quand De Gaulle vient donc dans le livre à Djibouti et que on tire sur les Sur le manifestants, manifestant. donc j'ai pas mis de date. Mhm. Je sais que les gens retrouveront donc l'arrivée de De Gaulle à Djibouti. Donc même si tu ne connais pas, tu fais une petite recherche et c'est une façon de faire travailler un peu Mhm. les gens aussi. D'accord. Mais pour la chronologie, donc j'ai pas mis de date, mais j'ai laissé au lecteur Mhm. de se retrouver lui-même à partir des événements. Donc une fois que tu dis... Donc, on traite l'histoire de Oui. Djibouti à travers un roman Oui, qui restitue une histoire de lutte d'indépendance tout à fait. et surtout qui donne à ce jeune Cabral chef la place qu'il lui fallait. Donc, c'est-à-dire, Oui. raconte-nous un peu ce jeune Cabral chef. Qu'est-ce qu'il a fait et D'accord. comment il a pu quitter pour aller se retrouver avec les FLCSS et recommencer à vraiment lutter pour l'indépendance. Donc, c'est-à-dire, il se retrouve de l'autre côté de la barrière. Oui. Donc au départ c'est un jeune qui est né dans l'arrière-pays, en fait, comme la plupart des gens à cette époque-là. Et donc, il y a l'arrivée du colon dans le pays. Et donc, parfois, donc certains jeunes, quand ils ont fait le tour un peu de la campagne, un peu, ils se disent pourquoi pas ne pas aller en ville et donc essayer de voir ce qui se passe. Et donc, lui, il faisait partie de ces gens-là. Donc, il est venu donc dans la capitale et une chose en a mené une autre. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les gens, donc pour les autochtones. Et donc, naturellement, il a vu donc des camarades qui s'enrôlaient dans l'armée française. Il y avait l'armée française, il y avait le groupement de mois autonome, il me semble, donc, qui était lui constitué uniquement que de Djiboutiens et peut-être des officiers français, quoi, pour le superviser, quoi. Et donc, lui, il va s'enrôler là-dedans. Et donc, au départ, il va se rendre compte qu'il excelle dans le tir. D'accord. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est ce que mon père m'a raconté, en fait. Mhm. Et donc, il va se rendre compte qu'il est bon dans le tir et que donc, quand il va passer les tests, donc on va le prendre et il va devenir tireur d'élite et on va l'amener dans la caserne de Dikil. Mhm. Et c'est ainsi que commence le roman. Il commence au niveau de la caserne de De Dikil. caserne de Dikil. Et donc, il est le meilleur tireur de la caserne avec un Français, donc un blanc. Et ils sont un peu rivaux. Donc, ils se tirent un peu la bourre. Et un jour, on décide de les départager. Et jusqu'à là, c'est une histoire vraie. Donc, parce que lui disait que moi, c'est moi le meilleur, et l'autre disait c'est moi le meilleur. D'accord. Et donc, on décide de les départager. Et donc, on les amène à une chasse aux cerfs. Je ne sais pas si. C'est une antilope ou un cerf. En tout cas, c'est l'équivalent en français du mot est un peu difficile parfois. Grenouk. Grenouk. Et donc, quand ils partent dans cette chasse-là, donc c'est un Français, donc on laisse l'honneur aux Français d'abord. De tirer. De tirer. Et donc lui, les Français tirent. Et si les Français réussissaient, c'était terminé parce que donc et il ne faut pas oublier qu'ils sont dans une voiture. Donc, ils sont dans une voiture et c'est un tir avec la voiture qui roule et, okay. et l'animal qui s'enfuit, quoi. Et donc, heureusement pour lui, le Français va rater son tir et lui, il va le réussir, en fait. Et donc, il se fait un petit nom derrière ça. Et quelques temps après, donc, on l'amène à Djibouti-Ville pour qu'il surveille. Pour qu'il sécurise un peu, participe à la sécurisation de la ville de Djibouti et surtout à l'arrivée du général de Gaulle en août 1966. Et donc, à la fin, ce jeune Cabral décide de passer l'autre côté, donc c'est-à-dire s'est retrouvé en Somalie. En Somalie. Aux côtés de
des indépendantistes, des de grands noms. FLSS. Oui. Et donc, une autre chose commence pour lui. Un autre mode de vie, Tout à fait. c'est-à-dire ses camarades euh, français deviennent ses ennemis. Oui. Donc, Comment ça se passe donc les déclics qui se passent quand il est en train de sécuriser l'aéroport. Et donc, c'est dans l'histoire. Hein, donc, c'est que au départ, les Français s'attendaient à ce qu'on accueille bien le général de Gaulle et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Et donc, les manifestants s'y étaient préparés et ils avaient pris. Donc, au départ, ils se faisaient passer pour des gens qui étaient pro-français, quoi. Ok. Et après, une fois que le général était arrivé, ils ont sorti des banderoles pour dire nous, on veut l'indépendance tout de suite et maintenant. Et le général n'a pas aimé ça, apparemment. Donc, il y a la répression. Et à la répression, on tire sur les gens. Et donc, lui, c'est ça le déclic. C'est-à-dire, tu travailles pour cette armée-là, mais cette armée-là, c'est elle qui tue tes concitoyens, quoi. Donc, il n'a pas réussi à digérer cela. Donc, toutes les horreurs qu'il avait vues, donc une fois qu'il est reparti dans la caserne, il s'est dit, je ne travaillerai plus pour cette organisation, quoi. Mais il aurait pu en rester là, mais on ne l'a pas resté là. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour participer aussi. Donc, et puis après, il ne faut pas oublier que donc, dans le contexte, à cette époque-là, il y avait tout un tas donc, c'était mouvementé. Hein. Donc, il y avait des gens, il y avait des organisations, il y avait des jeunes, il y avait tout un tas de gens qui, peut-être parfois discrètement, parfois au grand jour, qui luttaient en fait contre la colonisation, quoi. Qu'est-ce qu'on retiendrait cet livre alors, en fait, ces romans qui retracent la lutte de l'indépendance de Djibouti, sans donner de grandes dates, puisqu'il n'y a pas de dates comme vous dites. Mais qu'est-ce qu'on retient et le lecteur, il est plongé en quoi? Donc, moi, ce que je dirais, donc, c'est pas un livre d'histoire, c'est un roman, c'est une histoire. Et donc, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un Africain qui s'est levé contre l'oppression, quoi. Et qui a réussi à vaincre le colon. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des gens qui se sont battus. Et c'est pas qu'à Djibouti, partout en Afrique. Parfois, on laisse entendre que l'Occident en a eu marre de coloniser les pauvres Africains et qu'il leur a donné l'indépendance. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Donc, c'est que il y a des gens qui ont lutté, comme vous disiez tout à l'heure, donc, qui ont fait l'ultime sacrifice, c'est-à-dire qui ont perdu la vie. Donc, dans cette lutte, ce qu'on veut qu'on retienne, c'est que si aujourd'hui on est indépendant, c'est que c'est tout simplement parce que nous nous sommes battus pour ça. Personne ne nous l'a donné gratuitement, c'est que c'est à force des luttes, des sangs, c'est tout ça. Que l'indépendance est arrivée. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que vous êtes parolier vous a aidé à vraiment puiser cette inspiration d'écrire ce livre, de rendre cette histoire, ce roman et toutes ces histoires-là, afin de retracer le récit de ton enfance et mettre au service de ces livres pour écrire et certainement éduquer le plus jeune à travers ce roman? Est-ce que vous pensez que c'est le fait que vous êtes parolier qui vous a aidé aussi, pas le fait que vous êtes physicien? Non, absolument pas. Le fait qu'on est physicien pour un littéraire, parfois, ça peut être un peu un handicap parce que donc en physique, même quand tu écris, hein, dans l'écriture, tu ne peux pas faire des digressions, tu ne peux pas faire des envolées, tu écris, donc tu expliques un phénomène et ça doit être exact, ça doit être précis. Je veux dire, c'est pas poétique, c'est rien du tout, c'est pas ça. Ce qui, moi, m'a aidé, oui, c'est le fait d'aimer un peu l'art et donc d'aimer la poésie. Donc ça travaille l'imagination, ça te transporte. Donc j'étais un grand, comment dire, je suis un grand fan du Seyid. Je ne sais pas, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ça, peut-être. Seyid, Ahmed Abdullah. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent peut-être pas ça. Mais c'est des choses qu'il faut connaître, quoi. Donc la beauté des textes qu'il produit, c'est même les Occidentaux, même traduits, hein, c'est-à-dire quand tu traduis un poème, donc ça perd au moins 50% de son sens, quoi. Mais même traduit, les textes sont puissants, quoi.
D'accord. Donc, vous pensez que c'est deux récits qui se sont affrontés en toi et donc qui ont amené à ce que tu, enfin, le parolier que tu es, Oui, le fait que tu aimes Sayyid Abdullah Hassan oui, et puis le récit de ton père vers l'indépendance. oui. Est-ce que vous pensez que vous allez écrire un autre livre ou un autre roman sur d'autres choses? Je l'espère, hein, parce que donc je l'ai pas écrit parce que je l'ai écrit, c'est mon premier roman parce que c'est juste la première histoire qui m'est venue en tête quand je voulais écrire quelque chose en fait. D'accord. Mais donc maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri un peu, oui, il y a tout un tas d'autres thématiques qui m'intéressent et que, Inch'Allah, en espérant que. Ouais. Et comment on devient Merci. un romancier? L'inspiration vient d'où exactement? Franchement, je ne sais pas. Donc, j'ai peut-être l'idée. Il y a l'anecdote que je voulais rajouter un peu donc, dès mon enfance. Mhm. C'est quand j'étais en CM2 à l'école, on avait un instituteur qui n'était pas, c'était pas mon instituteur en fait, mais c'était un instituteur à l'époque on l'appelait CP, donc Mhm. c'est en deuxième année, Mhm. enfin deuxième année de l'école primaire. Et un jour on devait écrire une expression écrite en fait. Et donc lui il faisait pas partie c'était pas notre prof, mais il est venu voir l'autre prof. Et par curiosité il passait dans les rangs, comme ça, et à un moment donné il voit ce que j'avais écrit. Et il les prend, il les lit, après il les prend, je sais pas, il part dans un autre bureau, il part discuter après, et il revient me voir après pour me dire, c'est toi qui as écrit ça? Oui, je lui dis, oui, c'est moi qui ai écrit. Et il me dit, ouais, donc j'aime bien comment tu écris mieux que des élèves de quatrième. Je savais même pas ce que c'était que Quatrième. la quatrième à l'époque. Et donc, c'est peut-être un peu parfois tu peux faire des petites choses, mais peut-être ça peut créer des vocations derrière. Donc c'est un peu peut-être l'essence que j'ai pu donner à ça. Donc toi, tu ne te rends pas compte que tu aides quelqu'un. C'est petit, c'est des petites choses pour toi, mais ça peut créer des vocations, ça peut même créer des carrières, j'en sais rien. Donc, en tout cas, moi, c'est le départ. Au départ, donc quand j'ai pu voir que peut-être ce que j'écris, des gens pourront aimer, essayer de lire et trouver du plaisir à les lire, les premiers jours, c'était ces jours-là en fait. Donc je remercie cet instituteur. Instituteur Ouais. M. Ibrahim Albert. Ibrahim, oui, il s'appelle Ibrahim. Ibrahim Je ne connais Albert. pas de son nom de famille. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez mis Albert, Et Albert, Albert c'était son surnom en son fait à l'époque. surnom. Oui, tout à D'accord. fait. On salue d'ici à M. Albert, Ouais. qui vous a donné en réalité cette Oui, vocation tout à fait. d'écrire. Oui, Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est surtout, moi, c'est la partie art et culture. oui. Euh, Comment vous voyez les œuvres de art et de la culture à Djibouti aujourd'hui? Vous qui étiez dans cette groupe Brother Bands, Oui. euh, quelle est votre appréciation ou est-ce que vous avez de remords par rapport à la culture aujourd'hui, l'art aujourd'hui, comment elle s'exprime, l'art Oui, aujourd'hui? oui. euh, Donc j'ai l'impression que un peu notre art a perdu un peu de sa grandeur. de Un sa peu. grandeur. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, j'ai l'impression que est-ce que c'est c'est l'époque qui veut ça? Mhm. Je ne sais pas, mais donc il y a, je, je- j'écoute plus facilement peut-être et je trouve plus de plaisir à écouter des anciennes chansons Mhm. par exemple que les nouvelles chansons parce que donc les anciennes chansons c'est travaillé donc on prend le temps de travailler, on prend le temps de travailler les textes, on prend le temps de travailler la voix. Aujourd'hui, tout est devenu un peu artificiel. Donc, même si tu n'es pas. Donc, à l'époque, tu ne pouvais pas devenir un grand chanteur sans que tu aies vraiment une belle voix, quoi. Mhm. Aujourd'hui, tu peux chanter sans pour autant avoir Une voix qui porte. qui porte, quoi. Donc l'art a perdu sa Un grandeur, peu, un peu, un peu. l'art a reculé un petit Oui, peu. oui, oui. Donc c'est ça aussi, Oui. il y a pas cette créativité Il y en a artistique plus, il y en a aujourd'hui. plus. Et comment on peut retrouver cette grandeur alors? Je pense qu'il faut laisser. C'est la liberté. Mhm. Donc, si la personne. euh, là, l'art, c'est un ressenti, hein. Ouais, c'est un ressenti, Ah, donc ce exactement. que tu ressens, il faut dire ce que tu ressens. Il faut chanter ce que tu ressens. Il faut écrire ce que tu ressens. Donc aujourd'hui, on est plus porté peut-être par autre chose, peut-être faire de l'argent avec, ou je sais pas moi. Tiens, peut-être. Donc Mais écrire un roman aussi, c'est un ressenti, non? tout à fait. Donc Je suis même je suis dans cet d'ac- état d'esprit-là en fait. d'accord. Ouais.
Mais c'est très intéressant en tout cas et voir ces titres m'attirent aussi, la Oui, marche vers l'honneur. oui, Mais je vous retournerai euh, la perche encore pour oui, vous dire qu'il faudrait peut-être beaucoup plus travailler sur l'art oui, et redonner l'art à sa grandeur oui, et rediriger la jeunesse djiboutienne vers la créativité artistique. oui. Ce serait très bien, ce serait très bien. Parce que, je veux dire, on n'est pas plus mauvais que ceux qui étaient avant nous, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est les mêmes gens qui sont là, c'est les fils de des grands paroliers, des grands chanteurs. Donc, c'est juste qu'il faut Plus de plus de rigueur, rigueur, plus de travail, plus de travail et plus d'envie, quoi. plus d'envie Oui. et plus de Et public. plus de public, oui. D'accord. Oui. Euh, Hein? C'était passionnant. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Ouais. Mesdames et messieurs, vous pouvez trouver ces livres aux librairies Victor Hugo avec l'édition Francolin. Et quand vous le lisez, vous pensez que vous marchez vers l'honneur. Mais vous, à la fin, vous allez être vraiment faire la marche vers l'honneur. Merci beaucoup de nous suivre. Et merci, Dr Ali. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.